Bonjour, vous écoutez Radio Bayard. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Actu en face. Pour cette nouvelle revue d'actualité politique grenobloise, j'ai avec moi François-Marie Perrier. Bonsoir. Bonsoir. Et Sébastien Mittelberger. Bonsoir. Bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, qu'on est en train de ritualiser, on est assez d'accord sur ça, au bureau et même parmi nos invités, les tops et flops de l'actualité, de vos choix bien sûr. Et aujourd'hui, toujours en médiation avec les élections municipales qui approchent, bien que les listes ne soient pas encore déposées, un commentaire et analyse du récent sondage des tendances électorales sur l'agglomération grenobloise. Alors, on va commencer par les top flops, c'est ça ? Exact. Une parole aux plus jeunes. On ne donne pas les âges. Alors, la semaine passée, je suis allé assister au conseil municipal. Et c'est un détail, mais qui est extrêmement révélateur parce que ça montre finalement qu'il n'y a pas grand-chose qui change, malheureusement. Dans la majorité grenobloise, à un certain moment, Alain Carignon a commencé à parler. Je crois que c'était à propos de l'aménagement de la place Claude Cogan au village olympique. Et là, j'ai vu tous les élus de la majorité se retourner et parler les uns avec les autres. Ça m'a rappelé des scènes qu'on m'a racontées des années 70, des trotskistes, etc., à Paris, quand quelqu'un commençait à parler et qu'il ne voulait pas l'écouter, ils tournaient leur chaise de l'autre côté. Ah oui, d'accord. Et après, une élue a dit comme ça, « Ah, monsieur Carignon, votre vie doit être bien triste parce que vraiment, vous ne voyez que le négatif. » Alors qu'il parlait uniquement... Il ne critiquait pas le fait qu'on puisse aménager pour l'embellir la place Paul Cogan, Claude Cogan, qui a un immense parking, mais le fait qu'il y avait aussi d'autres problèmes au village olympique. Et du coup, voilà, c'est toujours cette idée que c'est celui qui dénonce finalement les problèmes du monde qui a un problème plutôt que de résoudre les problèmes. Et voilà, donc je suis assez inquiet à voir aussi le programme de Laurence Ruffin en continuité et en rupture, puisque c'est comme ça qu'elle se situe, par rapport au déni de réalité. Donc là, on est sur tes flops, apparemment. Si c'est ça un top, je redoute la suite. Ah, ok. C'est un flop. Moi, je voulais situer. Donc, c'est un flop. Alors, je le présumais aussi. Mon flop, c'est, j'allais dire bien évidemment, mais il n'y a aucune évidence là-dedans, c'est Jack Lang. Et la décrépitude, sans faire d'analogie avec ce qui est devenu son physique, c'est un homme qui a 86 ans, oui, qui a quand même porté la culture à une époque où la plupart d'entre vous n'étaient pas nés. Toi, oui, ce qu'on appelle le Malraux Lang, et qui a été un personnage central de ce qu'est la culture, notamment le spectacle vivant, mais pas que, en France. Et là, on a un homme qui vraiment est... les mots me manquent. On est dans une espèce d'apparatchik qui s'accroche à la présidence de l'Institut du monde arabe, qui est quand même une instance extrêmement noble, qui dépend pas de la culture d'ailleurs, mais du Quai d'Orsay, il faut s'en souvenir, qui a transformé une présidence honorifique en une présidence salariée. Enfin, c'est une catastrophe, et ça fait beaucoup de peine à des gens de ma génération qui, en plus, tendent à se situer à gauche, de voir ce qu'il a été et ce qu'il est devenu. Donc, c'est une grande tristesse, au-delà d'être un scandale, c'est une vraie tristesse personnelle. En réponse à ça, il y a également un passage de lui face à Sonia Mabrouk qui ressort, où elle lui réévoque la fameuse pétition pas de libération de tout un certain nombre d'artistes dont Françoise Dolto, beaucoup de gens, Gabriel Matzneff, et on voit qu'il est mal à l'aise, et il y a un peu selon ce que les algorithmes vous promeuvent, vous voyez ce passage où on voit qu'il est objectivement mal à l'aise. C'est un constat. D'ailleurs, il dit, je cite à propos de cette pétition, je le cite, c'était une connerie. Il reconnaît, et ça ressort beaucoup. Donc oui, ça fait sens avec ce que vous dites, ce qu'il est devenu à l'âge de 86 ans. Jack Lang, ancien maire de Blois, en période électorale. De Boulogne-sur-Mer également. Et de Boulogne-sur-Mer. Je voudrais apporter un additif à ce que vous venez de dire, bien Aurélien, sûr. Parce que vous avez cité, alors effectivement, en toile de fond, il y a l'affaire Epstein.
Et vous avez cité Mazenev, et c'est pas mon contradicteur qui me contredira pour une fois, mais à une époque, tout ça était tout à fait accepté. À une époque, on recevait Gabriel Mazenev à Bouillon de Culture, chez Pivot, on lui faisait le questionnaire de Proust, enfin tout ça amusait tout le monde. On sortait aussi de l'époque du nouveau roman avec Rob Grillet, tout ça, il y avait tout quand même une espèce de... Plus qu'une complaisance, hein. Il y avait une docilité par rapport à ces sujets-là. On regardait Podane en mangeant du popcorn, ça ne gênait personne. Il faut toujours, je pense, regarder, ne pas se contenter, de regarder l'époque d'hier avec nos yeux d'aujourd'hui. Tout à fait. J'ignore s'il y a parmi nos auditeurs des gens qui ont fait des études en histoire ou s'ils le sont. Paraît-il, la première leçon, c'est le contexte historique est inviolable. Donc on ne juge pas avec les yeux d'aujourd'hui ce qui s'est passé hier. On peut le commenter, l'analyser, mais... Alors moi, je peux passer à mes tops, mais du coup, contredire cette idée que le contexte excuse toujours. On parle pas d'excuses, on parle d'explications. En tout cas, moi, je l'en sors. Mais en tout cas, il y a toujours eu des contradictions, des gens qui étaient contre l'esclavage depuis le début de l'humanité. La preuve, c'est que quand même, nous sommes en partie héritiers du christianisme, d'un hérétique, le Christ, qui a invalidé toute une série de lois de l'Ancien Testament, entre autres la supériorité que donnerait la connaissance de la loi et celle de la naissance. Concernant Jack Lang, puisqu'on est sur une radio, on oublie toujours aussi de rappeler ses liens privilégiés avec Pierre Bellanger de Skyrock. Et il a toujours soutenu. À l'époque où je bossais au collège et lycée littéraire pour tous, autorisé par Jack Lang en 2000, une structure alternative d'éducation nationale à quelques... Non, on n'est pas à quelques pas d'ici, mais donc au cœur de la Villeneuve. J'avais écouté un forum Libération, il y avait Jack Lang et Cohn-Bendit, donc un plateau de choix. Et il parlait de l'idée de bonheur, etc., en philosophie, mais surtout, c'était au moment où Skyrock, je crois, avait perdu son accréditation. Je ne sais pas ce qui s'était passé, vers la fin des années 2000. Et Jack Lang avait dit, moi qui ai toujours soutenu Skyrock, etc. Mais quand on regarde, en général, voilà, mais quand on regarde vraiment le contenu de Skyrock, la vie de Pierre Bellanger, comme Epstein, accusé avec preuve, ça a été démontré qu'il y a eu détournement de mineurs, humiliation, faisant partie d'une secte, etc. Il y a des tas d'affaires sur Skyrock qui sentent vraiment pas bon. Et là aussi, Jack Lang, il y a un problème. Hier, j'écoutais Régis Le Sommier sur Sud Radio. Il a rappelé qu'à un certain moment, je crois que Jack Lang était aux États-Unis à l'époque où Le Sommier n'était peut-être pas correspondant, il avait été, mais en gros, Jack Lang s'était assis sur la condamnation à mort du journaliste saoudien dont j'ai oublié le nom. Jamal Khashoggi. Voilà, il avait dit écoutez, Jamal Khashoggi, oui, c'est bon, etc. Voilà. Donc voilà, ça va quand même très loin. Et par rapport à des gens comme, vous savez, les fameux Complorama, Rudi Reichstadt, etc., à moitié financé par la Fondation pour la mort de la Shoah de David de Rothschild, de l'autre côté par le gouvernement Macron, voilà, pour taire tout ce qui est arrivé. Alors que quand on écoute Affaires sensibles, déjà en 2023, l'affaire Epstein, elle était là, je veux dire, tout était dit. Voilà. Alors, concernant le top maintenant, je vais faire court, parce que j'ai parlé... Un bref rappel avant de passer au top. Pour moi, le top, oui. Un bref rappel avant de passer au top, merci. Apparaître dans les dossiers dans les dossiers Epstein, qui sont d'ailleurs consultables sur justice.gov, donc le site du DOJ. Le fait d'apparaître dans les dossiers Epstein, ça signifie qu'il vous a contacté d'une manière ou d'une autre. Il vous a fait un mail, même si vous n'avez pas répondu, vous y apparaissez. Donc, il y a le nombre... Donc, il y a le fait d'y apparaître en termes quantitatifs, le nombre de fois on y apparaît, le terme qualitatif. Je crois que là, c'est 680 fois pour Jack Lang, non ? C'était 693 fois à vérifier, mais de mémoire, c'est à peu près par là. Oui, avec Yejet et tout ça. Et puis, après une époque où il avait déjà fait 2 ans de tôle ou 1 an et demi de tôle, etc., en 2005, il y avait déjà son île. Les îles Vierges, ça s'invente pas. Un manifeste de vol, c'est, paraît-il, infalsifiable à vérifier. Moi, je vous trouve très moraux, les garçons, pour démarrer cette émission, avant qu'on poursuive sur les tops, puisqu'on ne connaît toujours pas le tien. C'est la révélation des dossiers Epstein. C'est le top pour moi. D'accord, c'est formidable. Moi, je trouve je nous trouve encore une fois très, très moral, très moraux. Pourquoi moraux ? J'y viens. Jack Lang, ce n'est pas que cette affaire. On est là à essayer de savoir. On se rappelle que Moreau n'a plus le droit de citer en Europe, ou en France en tout cas.
Oui, alors là, ça... Attention, on me François dit Maréchal. à l'oreillette que mon contradicteur fait de l'humour ce soir. Donc Voilà, on va avoir une très très grosse soirée. Là- Moi, je nous trouve très moral, très moralisant. Pour moi, Jacques Lang, ça reste, et ne m'en voulez pas, au-delà de l'affaire Epstein, ça reste la fête de la musique, bien sûr. ça reste les radios libres, ça reste la mise au service de toutes et de tous d'une culture auquel un certain nombre dans les années 70-80 n'avaient pas accès. Donc, il a fait des belles choses. Ça se termine mal. Il y a cette affaire Epstein qui, effectivement, est certainement une horreur et sur laquelle j'ai pas envie de débattre plus que ça pour savoir si il y a eu 580 ou 680 mails, coups de fil qui pouvaient lier ce monsieur à Jacques Lang. J'ai quand même envie de rester dans un souci d'optimisme béat sur aussi ce qu'il a fait de bien. Voilà. Mais je t'en prie, je t'ai finalement coupé la parole. Le petit... Je préférais Malraux, puisque Ah bah oui. tu as cité Malraux. Bon, voilà, un communiste qui rentre dans la résistance et qui ensuite rejoint De Gaulle, bon, même s'il a terminé apparemment assez drogué, mais peu importe. Voilà, en tout cas, voilà, je trouve qu'entre Malraux et Lang, il y a quand même quelques classes d'écart. Ah bah ça... Donc, la révélation de l'affaire Epstein pour... Mon top, oui, c'est-à-dire que, en fait, ce que montre l'affaire Epstein, c'est que des gens qui s'accrochent. Alors, Trump a des tas de défauts et des choses que je supporte absolument pas. Et d'ailleurs, parmi les très proches d'Epstein, il y en a un qui a fait partie du premier gouvernement de Trump et qui est obligé de démissionner. Je sais plus comment il s'appelle. Bon, mais quoi qu'il en soit, quand des peuples, à un certain moment, quand des individus et des peuples décident de s'y mettre pour arrêter la destruction d'un certain nombre de choses sur leur territoire, qu'ils votent, qu'ils contrôlent les élections, qu'ils y vont et qu'ils mettent le paquet et qu'à un certain moment ils révèlent des choses, ça peut faire bouger des choses. Je veux dire, il y a quand même quelque chose d'extrêmement archétypal dans cette affaire Epstein. Hein, je dis Epstein parce que dedans il y a teen, comme teenagers. Hein, peut-être que lui-même il a envoyé un message à travers ça, peut-être un autre message. Mais derrière, c'est quand même vraiment le viol de l'innocence. On pourra dire oui, elle prenait de l'argent, mais précisément, je veux dire, c'est la prédation absolue et c'est en cela que ça correspond tout à fait à Jack Lang, parce que on est à Palm Beach, dans une villa à 2 millions ou 20 millions d'euros, je crois. On traverse la rue et on va prendre des filles de parents craqués, qui essaient de s'en sortir et qui tombent dans la dépendance. Donc c'est ça, c'est vraiment la destruction de la société du spectacle, la finance, l'art, le communautarisme, la bien-pensance, et derrière tout ce truc, la soi-disant de libération sexuelle, mais toujours dans le domaine de la prédation. La prédation, il y a exactement la même avec les grooming gangs de Pakistanais dans le nord de l'Angleterre. Elle est partout, elle est en Inde, et d'ailleurs on dit qu'il y a de scandales que dans les pays démocratiques. Donc ceux qui voudraient parler du mâle blanc dominant archétypal avec Epstein, justement, si on ne sait pas ce qui se passe dans un certain nombre de pays du Golfe, on sait ce qui se passe, mais publiquement, c'est parce que là, le patriarcat, il a vraiment aucune faille. Les Britanniques n'en disent qu'on ne viendrait pas, ils pourraient épiloguer plus longuement, notamment l'ancienne ministre de l'Intérieur britannique, Priti Patel, qui voulait baisser, je ne sais pas si elle a réussi d'ailleurs, la majorité pénale en Grande-Bretagne de 15 à 13 ans. Étant d'origine indienne et les grooming gangs étant pakistanais, ces deux peuples n'étant pas viscéralement amis, il y avait quelques velléités de rouverture de la Tour de Londres, si on se laisse aller quelque peu. Alors, Sébastien, top, un peu d'optimisme. Un peu d'optimisme béat pour conjurer la noirceur de mon ami. Moi, mon top, c'est Carignon. Mon top de la semaine, c'est Carignon. Ça va faire plaisir aux auditeurs. Un top grenoblois. De Bayard, oui, parce que quand même, le 23 février, cet homme qui compte 60 ans de politique à son compteur aura 77 ans. Et il est tête de liste pour une nouvelle mandature à la tête de la mairie de Grenoble. Et en plus, c'est pas n'importe quelle mandature, puisque c'est une mandature à 7 ans. Puisque vous savez que pour des raisons qui concernent la présidentielle, cette fois, le mandat sera de 7 ans. Moi, je suis tout de même impressionné par la longévité, par l'audace, par la fraîcheur d'un homme qui a donné sa vie à la politique.
un homme qui appartient à la politique et qui garde encore de l'humour, du second degré, une fraîcheur incroyable. C'est une leçon, moi, pour le côtoyer vraiment très régulièrement. Là, en plus, les séquences dont nous allons débattre ce soir, j'ai pu le côtoyer énormément ces derniers 8 jours, du conseil municipal au conseil métropolitain. Entre-temps, il y a eu, 1 heure avant le conseil métropolitain, il y a eu la conférence de presse avec Pierre-Édouard Cardinal, mais on va en parler. Donc voilà, mon top, c'est Alain Carignon, parce que vraiment, quelle personnalité quand même. Il est en forme en plus physiquement. 77 ans, vous vous rendez compte, 77 ans. Il a le même âge que Mélenchon, où ils ont 1 an ou 2 ans d'écart. Non, Mélenchon est de 51, ils ont 2 ans et demi d'écart. Ils ont 2 ans et demi d'écart. Je le trouve beaucoup plus en forme que M. Mélenchon. Dites pas ça, Aurélien, quand même. Cependant, j'aimerais bien, si je vis aussi longtemps que M. Mélenchon, j'aimerais bien avoir sa forme à cet âge-là également. On signe tout de suite. Signe tout de suite. Eh bien, poursuivons. Je me rappelle plus de l'ordre du jour exactement. Eh bien, on va passer à l'actualité politique, donc électorale grenobloise du moment. Le sondage qui est sorti, donc le sondage des pronostics électoraux sorti, donc sondage commandé par réalisé par Ipsos BVA et pour notamment le Dauphiné libéré. Je classe les intentions de vote par ordre d'importance. Donc on a Laurence Ruffin, crédité à 34%, soutenu par PS et Écologie Les Verts. En numéro 2, ensuite, il y a Monsieur Carignon, peut-être est-ce là une source de l'optimisme BN, notre ami, soutenu par LR. En 3e position, Alan Brunon, crédité à 10%, soutenu par LFI. Ensuite, nous avons Romain Gentil, 8%, Place Publique, suivi de près, ex aequo, par Valentin Gabriac, 8%, soutenu par Rassemblement National. Il n'y avait pas eu de liste RN depuis 2014. Depuis 2014, merci. Ensuite, nous arrivons à Pierre-Édouard Cardinal, crédité à 6%, soutenu par Renaissance. Hervé Gerby, maître Hervé Gerby, à tout seigneur, tout honneur, crédité à 5% et soutenu par Horizon. Ensuite, nous arrivons sur les outsiders, quoique. Nous avons Nadia Belaïd et Thomas Simon sans étiquette, crédité à 2%, suivi de Catherine Brun à 1% et Lutte ouvrière. Et enfin, Baptiste Anglade à 1%, soutenu par le NPA. Et, pour compléter ce sondage, 9% se sont déclarés sans intention de vote. L'échantillon du sondage représente 609 inscrits sur les listes électorales, des gens de 18 ans et plus. La méthodologie du sondage, on pourra y revenir ou pas. Ça peut être des détails intéressants ou fastidieux. Cela est à voir. Un élément important depuis ce sondage, il y a eu, et on va y revenir, ça sera une grosse partie, l'annonce d'une fusion entre les listes Carignon et Pierre-Édouard Cardinal. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. On peut se couper la parole entre gentlemen. Il y a des façons de le faire, bien sûr. Bon, d'abord, ce sondage était très attendu. Ça faisait 15 jours. En tout cas, depuis les premiers jours de janvier, on se dit, alors, il tombe quand? Alors, certains disaient le 20, d'autres le 27, et puis finalement, il est tombé. Alors, il est tombé comme un coup de massue, quand même, parce qu'effectivement, on pense aux 2 premiers qui font 34 et 25, mais le 3e arrive à 10. Donc, il y a quand même un fossé important, et quel que soit le 3e, d'ailleurs. La première observation que je voudrais faire sur ce sondage, c'est que effectivement, un sondage tant attendu, mais uniquement sur un panel de 609 personnes, on peut ensuite débattre sur faire même une émission entière sur ce qu'est la statistique, mais je trouve ça a little bit short quand même à un mois d'un scrutin. En deçà de 1000, c'est vrai que c'est pas... 609... c'est un peu court. C'est un peu court, jeune homme. C'est un peu court, jeune homme. Il m'est apparu un certain nombre d'observations sur le résultat de ce sondage. D'abord, je trouve que Laurence Ruffin est anormalement basse. Qu'on soit bien d'accord, esprit chagrin, c'est pas ce que je souhaite, c'est un constat. Et je me demande d'ailleurs si là-dessus, le vote socialiste, qui quand même est une composante importante de la liste, mais on en reparlera peut-être plus tard, a été pris en compte
intellectuellement par ceux qui ont participé à ce sondage. Ensuite, Carignan à 25, il était à 23,44 au deuxième tour en 2020, à 19,80 au premier tour en 2020. Je pense qu'on est dans des standards qui sont à la fois extrêmement rassurants pour lui et plutôt proches de la vérité. 10% pour Alain Brunon, là aussi c'est un peu court. Et ça peut dire plusieurs choses, cher ami. Ça peut dire que, je dis bien, ça peut dire que potentiellement, Laurence Ruffin et Amandine Germain et les autres composantes de cette majorité, je pense à Génération, je pense au Parti animaliste, tout ça, peuvent imaginer prendre Grenoble tout en se passant de LFI. C'est imaginable. D'autant plus que LFI, et là pour le coup je le tiens d'Alain Brunon lui-même, n'a pas vocation à jouer les outsiders pendant 6 ans sur la liste de ce que sera la majorité providentielle une fois majorité municipale, pardonnez-moi, une fois Laurence Ruffin élue, si elle est élue. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire un score, avoir une imagerie qui leur permettra d'imaginer ce qu'ils sont capables de réaliser dans des villes de plus de 100 000 habitants pour la présidentielle et pour des législatives à venir. Ensuite, concernant les premiers outsiders, parce que, pardonnez-moi, la vraie inconnue de cette élection municipale, c'est le score LFI. Car il faut se souvenir de comment est arrivé LFI dans cette grande aventure. Le grand coupable de tout ça, c'est 2014 et Jérôme Safar, qui n'a pas voulu s'allier alors PS, représentant la majorité sortante, qui n'a pas voulu s'allier à Éric Piolle. Et du coup, Éric Piolle, qui n'avait pas eu tout une liste pour gouverner, il l'a dit lui-même. Il l'a dit lui-même, il l'a jamais caché. On peut reprocher plein de choses à Éric Piolle, mais pas sa franchise. Et des fois, même si elle est brutale, mais je suis... Tu peux m'interrompre, il n'y a aucun problème. Mater du porno dans un ascenseur et dire que le 5G ne sert qu'à ça, oui, c'est sans filtre. Et puis après, ne rien faire pour ce que je veux dire, c'est que la 4G le permet déjà, mais bon. Oui. Soyez en passant. D'accord, Sur le fond, du coup, on va parler des programmes quand même. Et de la situation des Grenoblois. C'est pas l'ordre du jour, mais on peut faire d'incidence sur les programmes, bien sûr, cela peut être pertinent. Je veux dire, Grenoble est une ville qui souffre. Je parle pas des gens qui sont au CEA, dans les startups, ST Microunique, etc. ST, ça va pas fort en ce moment, si on suit l'actualité. Oui, bon, ok, il y a toutes sortes de degrés de souffrance. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que je pensais à cette phrase d'Einstein qui parlait des États-Unis en disant c'est le seul pays qui est passé directement de la civilisation à la barbarie sans passer par la décadence. Et non pas d'Epstein, qu'il a beaucoup cité tout à l'heure. Einstein, le mathématicien à qui on doit la théorie. Voilà, il dit ça. Donc il a dit ça, et je trouve que cette phrase passer directement de la civilisation à la barbarie sans passer par la décadence, je trouve que ça s'applique assez à Grenoble. Et quand je dis qu'il y a des gens qui souffrent, c'est-à-dire il y a des gens qui souffrent parce qu'il y a le deal, parce qu'il y a la violence, parce qu'il y a le communautarisme, en premier lieu à l'intérieur du communautarisme lui-même, qui abandonne les femmes et les enfants et qui laisse tomber l'universalité des droits humains, des choses qui ne sont pas négociables. Je vous en ai pas assez demandé là, dans la je renvoie au programme de Mélenchon sur le relativisme, et je renvoie au financement de l'Alliance citoyenne par la municipalité de Piolle avant que Darmanin lui dise d'arrêter, quoi. L'Alliance citoyenne fondée à Londres, en partie financée par Soros, et qui milite pour l'application de lois de la charia dans les cités, à Grenoble, la burqa, le burkini, tout ça. Bon, merci. Donc, et il y a une souffrance physique, il y a une souffrance morale, il y a une souffrance intellectuelle, parce que c'est l'effondrement, finalement, voilà, de tout un modèle qui remonte quand même au Conseil national de la Résistance, aux 30 Glorieuses, même si j'y ai jamais vraiment cru, mais en tout cas, à une époque où on pensait qu'on pouvait faire Grenoble ensemble. Moi, j'avais quitté Grenoble en 2010 pour aller vivre à Rennes. Évidemment, j'ai compris que recommencer ma vie complètement à 40 ans, là j'avais plein d'amis à Grenoble, ça n'avait pas de sens, je suis revenu. Et j'ai eu l'impression que Grenoble, c'était la ville où les habitants pouvaient faire la ville eux-mêmes.
Et quand Piolle a été élu, j'ai voté pour lui au deuxième tour, parce qu'au premier, j'ai senti que quand même, il y avait beaucoup d'hypocrisie, de politiquement correct. Voilà. Je me suis dit, allez, il faut quand même essayer. J'ai fait la fête. Et j'ai revoté pour lui en 2020, avant définitivement d'arrêter, suite à sa position par rapport au Covid. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la trahison de l'écologie, la trahison du vrai socialisme, parce qu'il y a toujours eu une gauche idéologique, dictatoriale, de type marxiste, totalitaire, maoïste, etc. Et puis il y a toujours une gauche sociale, une gauche humaniste, même une gauche chrétienne. C'est pareil pour la droite. Et aujourd'hui, dans la gauche... Quand tu dis c'est pareil pour la droite, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours une droite colonialiste, une droite impérialiste, une droite raciste, une droite... Une droite identitaire. Le commentateur n'est pas censé donner son avis. Je termine. Et il y a toujours eu aussi une droite humaniste, une droite, celle de Gaulle, etc. Voilà. Bon. Même s'il y a des zones d'ombre aussi avec De Gaulle. Et à Grenoble, le problème, c'est qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste de la vraie droite ? Qu'est-ce qui reste de la vraie gauche ? Moi, je dirais aujourd'hui, je trouve qu'il y a plus l'humanité, la vraie humanité, je veux dire, en rapport avec le réel. Je la sens beaucoup plus aujourd'hui, malgré les affaires, chez Alain Carignon, chez Valentin Gabrielc, dans la liste Grenoble en commun. Après, voilà. Et je ne doute pas que Alain Brunon est sincère dans un certain nombre de choses qu'il pense, mais il y a un tel ressentiment, il y a un tel aveuglement. Il est tellement l'idiot utile, ou même bénéficiaire, de tas de trucs hyper dangereux, que voilà. Eh bien, je parlais du communautarisme, de la drogue, etc. C'est-à-dire que là, il y a vraiment la volonté de faire imploser l'hexagone. Vous savez que la France a la forme d'un hexagone, et c'est la forme la plus solide dans la nature. Semblable à celle de l'étoile, finalement. Et le rêve français, normalement, c'est réaliser la fusion du meilleur des peuples. Voilà. Et là, cet hexagone français, on cherche à le faire imploser, on cherche à faire la fission. Voilà, par des forces internes et par des forces externes. Que ce soit celle des frères musulmans, de tadantrisme qui soit turc, qui soit pakistanais, qui soit saoudien, qui soit qatari, qui soit etc., etc. Et d'autre côté, par des forces qui sont du type de l'anarcho-capitalisme. Voilà. Et il faut s'opposer à ça. Et donc, au terme de la liste électorale, qu'est-ce que ce que vous définirez comme tendance à l'aune de cette photographie à l'instant T qu'est le sondage électoral ? Eh bien, électoral. je pense qu'il y en a encore, malheureusement, qui continuent à se raconter des histoires avec le programme Bisounours de Laurence Ruffin. Protéger, c'est protéger la nature, c'est protéger les gens qui ont fait des choix sexuels différents, c'est protéger, voilà. Mais je veux dire, il y a vraiment une abandon. D'ailleurs, ça a été théorisé. L'effondrement, moi j'ai assisté au premier café collapsologie à Grenoble, organisé par Nicolas Géraud, qui bossait au CEA, qui avait fait philo, etc., qui bossait avec Thierry Minissier. Il y avait tous les élus de la gauche dans la cave du tonneau de Diogène. Et leur truc, non, mais en fait, on peut plus arrêter l'effondrement du capitalisme. Ce qu'il faut, c'est penser après. Voilà. Donc, en fait, tout ce qui permet de hâter l'effondrement de la société, c'est bon à prendre, on ne va pas chercher à l'arrêter. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, ils démissionnent de leur contrat social, ils prennent l'argent d'une société qu'ils abandonnent, et soi-disant, ils pensent après. Mais en réalité, par lâcheté et par calcul politique, ils abandonnent le monde à tout ce qu'il y a de plus brutal et de plus patriarcal. Ah bah là, on a une belle justification à ne pas payer d'impôts, alors que les auditeurs ne voient pas ça comme une incitation à ne pas payer ses impôts. Nous ne faisons pas ça, nous ne le ferons pas. C'est d'ailleurs un délit de dire aux gens de ne pas payer leurs impôts. Par contre, il y a une jolie contradiction. Vous dites que ce qui hâte l'effondrement est bon à prendre, et vous avez évoqué il y a quelques minutes la grande souffrance. Non, mais c'est ça les collapsologues quand même, c'est qu'ils l'appellent de tous leurs vœux cet effondrement. Bah, quelque part, je ne suis pas collapsologue. Un proverbe allemand, non, absolument pas. Un proverbe allemand dit vaut mieux la fin de l'horreur que l'horreur sans fin. Oui, alors les proverbes allemands, si vous le voulez bien. Non, mais c'est-à-dire, en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vraiment, le truc, c'est... de toute façon, on ne peut pas arrêter. C'est de toute façon ce qu'avait dit Marx, que le capitalisme est condamné à s'autodétruire.
Et ça a commencé dans les années 80, où les maoïstes allemands se sont repérés en Anvers, ça a donné les Grünen, et peu à peu, c'est arrivé en France. Qu'il s'écroulerait sous le poids de ses propres contradictions. Oui. Si je me souviens bien, lecture, je crois que la phrase est celle-ci. Ouais, voilà. Et donc, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de, de millénarisme vert et rouge à Grenoble. Voilà, vous savez, une amie m'a dit, ce sont des pastèques. Verte dedans, rouge dedans. Verte dehors, rouge dedans. Oui, voilà. Les communistes verts. Éric Piolle est surnommé le Khmer vert. Khmer vert narcissique. Alors, moi, j'avais titré une fois le géant vert, mais c'était il y a bien longtemps. Alors, moi, je pensais qu'on allait parler des élections à Grenoble et non pas à Babylone, mais apparemment, il y a eu une petite diversion. Merci Aurélien d'arrêter de faire du bruit avec votre bloc-notes. Mon ami est néanmoins contradicteur, parlait tout à l'heure d'un Grenoble qui souffre. La France qui souffre, Grenoble qui souffre. Et il disait, à juste titre, le programme de Laurence Ruffin, qui est un programme de bisounours. Eh bien, je serai celui ce soir, peut-être le seul qui apportera un peu d'optimisme à tout ça. Parce que finalement, Grenoble, c'est quoi ? C'est une ville mature en termes d'équipement culturel. J'ai assisté au débat sur la culture l'autre jour avec les candidats, c'était confondant. On avait l'impression qu'on était dans une ville où il n'y avait pas d'offre culturelle, où globalement les compagnies, en tout cas les acteurs de la culture, étaient brimés. L'offre culturelle, on se fout du monde. J'ai jamais vu sur un périmètre qui est quand même celui de la métropole, autant d'équipements culturels qui fonctionnent. Je ne parle pas d'équipements culturels qui ne fonctionneraient pas. Je pense à la MC2, à l'Hexagone qui sont des scènes nationales. Je pense au théâtre de Grenoble. Alors certes, la droite de M. Carignon fait grand bruit à dire que la programmation est muselée. Et certes, la fréquentation est en baisse. Donc il y a un équipement ou deux qui ne marche pas très bien. Mais enfin, il y a quand même pas mal d'équipements qui fonctionnent. Donc pour la culture, on a pléthore d'équipements. En termes de logement, alors certes, il y a des choses à améliorer, mais je rappelle à toutes fins utiles pour nos auditeurs que les PLU et PLUI sont passés par là avec des règles extrêmement drastiques. La vacance des logements à Grenoble. Pas que la vacance des logements, le pourcentage des logements sociaux. Enfin, la vacance des logements à Grenoble, j'ai eu l'occasion de me renseigner, est entre 6 et 3% selon, je dis bien selon la façon dont on compte. Voilà, et on ne parle pas que d'accès à la propriété, on parle aussi de location. Et donc, quand vous parlez de location, du parc locatif, comme on l'appelle, on parle aussi de gens qui ne paieront aucune taxe d'habitation et donc qui ne participeront pas à l'effort commun. Donc, sur ce Grenoble qui souffre, il y a peut-être... Il y a la propriété, oui. Ensuite, la sécurité. Tu parlais de sécurité tout à l'heure. Alors là, si on écoute, là pour le coup, la droite, je suis désolé pour nos auditeurs, on vit à Bogota, enfin, ou je ne sais de quelle ville qui serait touchée par... on ne parle plus de trafic de drogue, mais de narcotrafic. C'est la même chose. Faut se calmer, hein. C'est la même chose. Non, mais j'entends bien, mais je veux dire, le mot narco, enfin, a une consonance un petit peu sud-américaine, un petit peu américaine. Enfin, on est sur un espèce de, là encore, on est sur une espèce de collapsologie. Et donc, on bâtit des programmes électoraux là-dessus. Là où je suis pas du tout d'accord avec M. Carignon, mais on l'a déjà dit dans des émissions précédentes, c'est de faire croire que c'est avec le prisme de la police municipale qu'on va régler le narcotrafic. Un narcotrafic. C'est pas son mandat d'ailleurs. Pardonnez-moi. D'abord, c'est pas son mandat. Un narcotrafic qui, ne m'en voulez pas pour mon cynisme, mais dérange qui? Les habitants. Les voisins des postes. Mais bien sûr, les habitants. D'ailleurs, pardonnez-moi, d'ailleurs, on a l'impression que les familles qui perdent leurs enfants. Oh là là, qui sont tombés sous les balles. Personne ne tombe sous les balles. Alors après, il y en a 10. Il y en a 10. On a le droit de s'interrompre. Je vais faire une. Non, j'ai le droit de t'interrompre. Quelque chose de très court. Ce n'est pas un sens unique. Je veux dire, bon. Une fois, avec une amie intellectuelle juive, professeur de philosophie, un ami franco-algérien, on est allé discuter avec les dealers de la rue Trécloître. Voilà. Et à ce moment, je dis à l'un d'eux, parce qu'en fait, ils se plaignaient que les gens ne les aimaient pas. Je leur dis, mais mets-toi à la place des parents, là. Tu vois tes enfants qui, à un certain moment, commencent à fumer, commencent à être en échec scolaire, commencent à inverser les valeurs, à fraterniser avec des mecs qui les méprisent, qui les exploitent, qui parfois passent à des drogues plus dures
Et tout cet énorme transfert d'argent qui passe d'une population qui en a en partie les moyens ou parfois très peu, et qui va alimenter des gens qui occupent le domaine public sans payer de taxes d'occupation des sols, et qui ensuite investissent dans des voitures de luxe, dans le prestige, et sont suivis par les autres et deviennent un autre modèle. Oui, tu as une vision très Dubaï qui du détruisent narcotrafic. qui détruisent la société. Xavier Refer peut en parler de ça. Absolument pas. Je veux dire, j'habite sur la place Notre-Dame et je sais ce qui s'y passe. Je sais les bars qui y travaillent. Je sais ce qui se passe tout autour. Est-ce qu'on peut donner le nom des bars? Et donc, et tout le monde les connaît. Voilà. Hein. Et donc, je veux dire, c'est un énorme problème de santé publique, d'inversion des valeurs, de destruction de la jeunesse. Et la destruction de la civilisation qui est voulue par ces gens-là, parce que c'est une vengeance. Hein. Je vous rappelle que... C'est une logique marchande, surtout. Sa gracieuse majesté, l'Angleterre, a fait exploser la Chine par les guerres de l'opium. La Chine elle-même se venge pas mal avec le fentanyl. Les services secrets français organisaient la conquête de l'Indochine par l'opium, pareil. Hein. Et donc voilà, ça c'est une guerre. On vit dans une guerre totale. On est dans une guerre totale qui nous est menée sur tous les fronts. Et le transfert d'énormes quantités d'argent des consommateurs, qui doivent être les premiers interpellés par les pouvoirs publics, par le maire, par les candidats, par tous ceux qui parlent de ça, ça doit être les premiers dire les mecs, arrêtez les conneries. François-Marie et de la doctrine Sarkozy. Jamais, les clients d'abord. Absolument pas. Alors, je sais pas. C'est pas la doctrine Sarkozy. On ignorait ce volet. Je vous taquine. Moi, je pense que si on avait vraiment repéré les délinquants dès l'école maternelle, ça aurait été très bien parce que du coup, on aurait mis Sarkozy hors d'état de nuire. Ah, là, il y a du Minority Report. Voilà. Mais en tout cas, la réalité derrière ça, c'est que c'est un énorme affaiblissement de la société française, un énorme appauvrissement. Hein. Et ça crée vraiment le chaos, parce que après on peut parler de cocaïne, on peut parler de tout ça, c'est énorme, c'est un problème de santé publique et vraiment d'affaiblissement général, quoi. Voilà. Moi, je viens du côté de ma mère, du sud de l'Italie, je sais très bien ce qu'est la Campanie, la région de Naples, Pompéi, Scafati, la Sicile. J'ai un oncle en Sicile même qui a bossé 2 ans à Corleone dans la banque. Hein. Voilà, j'ai couvert ça il y a 3 semaines, allant fêter ses 80 ans à Palerme. Je sais ce que c'est. L'atmosphère des villes tenues par les mafias. Et quand aujourd'hui je traverse des rues à Grenoble ou des quartiers à Grenoble, je retrouve exactement la même atmosphère que je voyais il y a 50 ans quand je me baladais dans les rues des villages ou des villes du Vésuve. C'est exactement pareil. C'est une perte d'estime de soi. Et donc on ne peut absolument pas rigoler de cela, monsieur Mittelberger. Pour petit rappel historique, il y avait du milieu italien à Grenoble anciennement, et notamment sur les quais, vers le quai Saint-Laurent. Je crois qu'à cette époque, les années 70, toutes les pizzerias étaient des blanchisseuses, quoi, qu'on pouvait bien y manger accessoirement. Mais aujourd'hui, en termes de criminologie, la situation n'est plus celle-ci. Le milieu italien a laissé le territoire vacant, et ça a été repris par, on va dire, les gangs des cités. Vous avez l'Alma, vous avez Villeneuve. Faudra vraiment qu'on fasse une émission avec Xavier Refer pour cela. Donc la situation n'est pas le même. Autre incidence, c'est un problème de santé publique. On n'a heureusement pas de... Vous avez évoqué le fentanyl. Alors il y a ce qu'on appelle un mème sur Internet qui est assez amusant sur les réseaux sociaux. Vous avez une carte c'est une juxtaposition d'image. Vous avez une carte du XVIIIe siècle, les États-Unis et la Chine. Sur les États-Unis, il écrit « make stuff », c'est-à-dire « fabrique des choses », et la Chine, c'est écrit « drogue ». Et en dessous, vous avez la même carte avec 2026. Avec 2026, il y a... c'est inversé, en fait. Vous avez drogue aux États-Unis et... c'est la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel. Hein. À force qu'on fasse tout faire à l'esclave devient le maître. Et on va peut-être revenir un petit peu sur le... Et donc, pour en revenir au terme électoral, la sécurité va être un thème... risque d'être central de campagne, en tout cas. C'est un mauvais thème, mais vous avez raison, Aurélien. Pourquoi un mauvais thème ? Il sera central parce que... C'est parce que Jack Lang l'a dit. Non, mais j'ai envie de reprendre un petit peu quand même, parce que je pense que c'est un moment important de l'émission, peut-être un des moments les plus importants de cette émission. Est-ce que là, et d'ailleurs c'était à l'ordre du jour, est-ce que la sécurité est un vrai sujet central ?
ou alors c'est juste un hochet de campagne électorale. Plusieurs choses là-dessus. Pour reprendre ce que disait Monsieur Perrier, ce qui m'a appelé Monsieur Mittelberger, ça rigole pas. Il y a un côté solennel ce soir. Dans des années que nous avons connues, puisque je dévoile un secret, et je vous demande d'être très attentif. Une exclusivité. Monsieur Perrier est né en 69, je suis né en 1968, donc nous avons connu les années SIDA, nous avons connu les dommages colossaux produits par l'héroïne, où des jeunes mouraient un peu partout. On en a connu peut-être toi et moi, avec une seringue dans le bras. C'est plus le cas. Il n'y a plus d'héroïne. Alors que la cocaïne, que l'herbe et que le comment on appelle ça, CBD, le shit, soit des problèmes de santé publique. Tu as raison et personne ne peut nier ça. Depuis 2018, quand même. Le résultat, le chiffre d'affaires de la drogue est rentré dans le PIB de notre pays. Pourquoi ? Parce que tout le monde en profite. Absolument pas. Parce que, pardon. Ça, c'est un sujet d'émission à part entière. Non, mais moi, je voudrais revenir sur 2-3 points. Quand Monsieur Perrier... Concessionnaire BMW... Puisque Monsieur Perrier... maintenant, il y a le TRACFIN, c'est un peu plus compliqué. Puisque Monsieur Perrier l'évoquait tout à l'heure, le trafic de drogue, le narcotrafic, c'est pas à Dubaï. C'est des mecs qui roulent en Clio, qui achètent des clopes, qui achètent du pain, qui payent le loyer de leurs parents à la SDH et à Actis. Ça fait marcher tout le business. Et finalement, ça gêne qui ? Et quand tu disais tout à l'heure, ça gêne les habitants, mais ce ne sont pas les gens qui trafiquent de la drogue du chouf aux têtes de réseau. Aux têtes de réseau locaux, sans rentrer dans le cartel. Tu dis ça gêne les habitants, mais finalement, tous ces jeunes qui vendent de la drogue, qui chouffent, qui sont des intermédiaires, qui sont-ils ? Ils sont les enfants de ces habitants. Et ça, il faut le dire. L'autre jour, j'interpellais quelqu'un qui... Attends, j'arrive. J'essaie d'être rapide, parce qu'on m'a montré un petit panneau avec marqué 39 minutes. Je discutais l'autre jour avec quelqu'un qui avait des responsabilités dans une union de quartier à Saint-Bruno. Des gens quand même qui sont au cœur des problèmes, quoi. Saint-Bruno, ils vivent avec. Ils vivent avec. Et je leur ai dit, m'en voulez pas pour ma grossièreté, je lui ai dit, vous avez foutu quoi pendant 30 ans, toutes les assos, toutes les unions de quartier, tout ça. Vous avez regardé vos mômes, finalement, devenir peu ou prou des maillons de la chaîne du narcotrafic, et vous n'avez rien foutu. Et la personne, finalement, je vous demande pardon, je vous prie de m'excuser, n'avait finalement pas beaucoup de réponse à ça. Mais que voulez-vous qu'ils fassent virer les dealers eux-mêmes ? Non, mais les dealers, c'est leurs gosses. Il y a un moment, il fallait peut-être qu'ils gèrent un peu leurs gamins. Alors, quand on parle aujourd'hui de médiation, quand j'entends Romain Gentil dans son programme dire on va mettre 80 médiateurs sur les secteurs, ça ne servira à rien. Quand on dit, là, c'est chez Carignon, on va armer la police, on va mettre des vidéos partout, ça ne servira à rien. C'est à l'État de gérer ce problème. Et moi, ce que j'attends d'un maire, qu'il soit de droite ou de gauche, et vous parliez tout à l'heure, et tu parlais tout à l'heure de programme de bisounours, ce que j'attends d'un maire, c'est qu'il discute avec le préfet, c'est qu'il discute avec le ministre de l'Intérieur, avec le Premier ministre, voire avec le président de la République, c'est-à-dire qu'il ait la même attitude que celle de Christophe Ferrari sur Vancorex et Arkema, qui a été courageux avec les résultats qu'il a eus, mais il a été courageux. Au moins, il est allé au bout d'une démarche. Et ça, je trouve que c'est le travail d'un élu. Sébastien, vous avez évoqué le fait que, on a évoqué dès le début, en évoquant ce sujet, en faisant une incidente vers ce sujet, que le maire est à la tête de la police municipale, mais que la lutte contre le narcotrafic n'est pas dans le mandat de la police municipale. Un maire de Grenoble, tel qu'il soit, quelle que soit la liste, quels que soient les résultats, mettons qu'il veuille prendre ce problème à bras-le-corps ou s'y prendre d'une façon ou d'une autre, que concrètement et légalement peut-il faire et ne pas faire ? Sachant qu'on est dans une ville où il y a une préfecture, ce qui tend... Alors, il y a une préfecture. Alors, je veux bien répondre, puisque là, je vais essayer de ne pas être trop loin, voilà, parce que j'ai déjà pas mal parlé. Déjà, le maire a la possibilité de faire mettre des caméras ou pas, d'armer la police. Il y en a 20 fonctionnels à Grenoble, paraît-il. D'armer la police. Il a la possibilité d'interpeller ses concitoyens. Je veux dire, c'était Roosevelt qui disait ce que je ne peux pas faire seul. Il disait, vous m'avez convaincu, je ne sais plus sur quel sujet. Maintenant, sortez par millions dans la rue et obligez-moi à le faire. Parce qu'on sait très bien qu'avec les lobbies, qu'avec la presse, qu'avec le politiquement correct, etc., s'il n'y a pas le nombre, ça va être difficile. Et c'est ce que je trouve intéressant dans le programme de Grenoble en commun, c'est qu'ils disent que les questions de sécurité, ils vont en débattre, ils vont en parler ensemble, un peu comme vous savez, dans le cadre de l'opprimé, dans les favelas au Brésil. Bon, je ne pense pas que c'est résolu le problème de la drogue, mais voilà. Mais
le maire a cette capacité-là. Et je veux dire, bon, Piolle était, enfin il est toujours maire, bon, pour la légalisation de la drogue. Mais je veux dire, mais derrière, je parlais tout à l'heure du cannabis, problème... vous voulez dire, pas de toutes. Oui, cannabis, d'accord. Voilà. Tout à fait, oui. Mais derrière, il y a un véritable problème de santé publique. Je veux dire, moi, j'en ai connu des gros fumeurs, quoi, qui m'ont dit, aujourd'hui, je suis incapable d'écrire un livre, alors que j'aimerais bien, parce que j'ai plus de mémoire. Oui. Il y en a plein comme ça. Et les gamins, ça les déstructure, ça inverse les valeurs. Depuis 10 ans, Ça il y a inverse une nouvelle drogue qui fait beaucoup de ravages, c'est le protoxyde d'azote. Oui, voilà. Bon, mais je veux J'ai dire connu qu'ils quelques personnes ils prennent leurs oppresseurs pour leurs amis et leurs amis pour leurs oppresseurs. C'est ça le problème de l'inversion des valeurs. Et la question qui était posée, c'est que le maire peut-il faire et ne pas faire légalement. Il doit interpeller les consommateurs. Hein. Je vais prendre une métaphore qui est pas très belle, mais qui correspond bien à la réalité. Le fait de toujours avancer sans jamais reculer, ça permet de pas marcher dans ce qu'on a semé derrière. Vous comprenez, voilà. Et donc, il y a un déni total, mais l'action de la drogue, elle est fondamentale. Et là, il y a d'une part la nécessité d'interpeller les consommateurs et vraiment de montrer ce que ça veut dire en termes de déplacement de fonds, d'argent, donc de pouvoir. J'ai jamais eu une grosse estime pour la justice en France. Hein. Si elle faisait son boulot, il y aurait la moitié des agriculteurs, je parle pas de ceux qui manifestent, mais qui seraient sous les verrous pour empoisonnement, etc. Il nous manque définitivement Xavier Refer autour de cette table. Mais voilà, c'est un énorme problème. Et quant aux personnes qui ont vu leurs enfants devenir dealers, bon, souvent ils sont complètement dépassés. Hein. Alors, c'est pas dans ce genre de famille qu'on essaie de faire s'interposer l'État entre les parents et les enfants en accusant les parents de maltraitance dès qu'ils osent un petit peu la voix. Hein. Mais je pense que dans une partie des cas, il y a aussi une façon de prendre sa revanche contre la France, qui, par exemple, cultivait je ne sais pas combien d'hectares de vin en Algérie, alors que les Algériens ne buvaient pas d'alcool. Alors pourquoi pas cultiver le shit en France et exploiter un peu les Français, parce qu'ils ont bien fait ça à l'époque où ils étaient chez nous, quoi. Ouais, tout ça est fait pour effectivement ce qui est une offre et une demande, et tout ça c'est du business. Donc moi je veux bien la revanche, c'est pas du business. La revanche colonialiste. Et donc en termes d'action, une stratégie de conquête des territoires. Et donc en termes d'action politique, que peut faire un maire en termes d'action politique contre cette action? Il l'a dit, voilà. Il l'a dit, et je ne suis pas d'accord avec lui. Mais c'est un petit peu le pitch de cette émission. Si on est d'accord sur tout, ça va être très très ennuyeux. Je pense vraiment. Et on a eu l'exemple avec l'industrie, avec Vancorex, Arkema. Il y a un moment, il y a des élus locaux, des maires de communes et par extension présidents d'une intercommunalité qui sont allés jusqu'à Paris défendre le dossier auprès d'un ministère d'abord, celui de l'industrie, auprès de Matignon ensuite, c'est monté jusqu'à Matignon, avec des échecs, avec des écueils, avec des moments de découragement, bien sûr, mais au final, ils ont obtenu quelque chose. Et moi, ce que j'attends du prochain ou de la prochaine maire, au-delà de mettre des gadgets en place, notamment, je suis assez d'accord avec toi, il y a certainement pas assez de vidéoprotection et de vidéosurveillance dans cette ville. Bon sang qu'on en mette et qu'on n'en parle plus. Si on doit en mettre 200 ou 300, qu'on y aille, qu'on le fasse, mais je suis pas persuadé que ça résoudra grand-chose. En revanche, moi, ce que j'attends d'un ou d'une maire, c'est qu'elle discute avec la préfète, ou avec le préfet, pardon. Parce que la préfecture, c'est l'État. On a la chance de vivre dans une préfecture, bon sang. Et l'État, c'est quoi? Pardon. Non, mais moi, le délabrement de l'État, tout ça, bon, j'y crois pas trop. Je pense quand même qu'on a en France quelque chose qui est assez solide, malgré tout, et quels que soient les gens qui dirigent le pays. J'attends qu'il aille, pour vous répondre, Aurélien, moi, j'attends qu'il aille place Beauvau. J'attends qu'il aille voir le ou la ministre de l'Intérieur. J'attends qu'il aille voir le ou la Premier ministre, quitte... Pourquoi pas monter jusqu'à la présidence de la République? Mais je pense que c'est à l'État. Je pense qu'on a un État quand même qui est fort en France, malgré tout. L'État est très fort en France. On n'est pas. Il l'a démontré. Non, mais on peut chinoiser sur un tas de trucs. Et des fois, d'ailleurs, je serais d'accord avec toi sur certains points. Mais sur la sécurité, sur le narcotrafic, on voit bien quand même que c'est un problème qui ne touche pas que des villes écolos. Il y a des couvre-feux à Nîmes, il y a des couvre-feux à Limoges qui sont des villes
administrés par des maires de droite, par des maires LR. Vous vous rendez compte qu'à Nîmes, il y a des couvre-feux à 21h ou 22h dans certains quartiers. Enfin, on hallucine. On se croirait sur Netflix. Et pourtant qui sont pas des villes administrées par des verts, par des pastèques, par des trucs et des machins. Non, mais je dis Donc, pas que... non, mais c'est pas une histoire de coloration politique. C'est un problème national, européen, peut-être international. On en vit effectivement à Grenoble aussi les affres. On doit se mobiliser, mais aller faire croire que c'est la police municipale, et d'ailleurs, il n'y a pas que Carignon qui dit ça, d'autres listes plus au centre fricotent avec ça. Penser que le sujet central du trafic de drogue, du narcotrafic, va être résolu par la police municipale. Moi, j'ai jamais dit ça. C'est un leurre. Non, mais j'ai dit qu'un maire devait appeler sa population. Non, mais c'est pas toi. Qu'un maire qui arrive là, il fait un appel du 18 juin de la drogue à Grenoble et qui même me suivent. Et on y va. Mais est-ce son mandat? Non, mais en fait, il faut dire quoi? Il faut dire que le peuple est-ce seulement son doit mandat? Être tout. Il faut enlever tout pouvoir au peuple. Mais c'est exactement ça dont il est question là. Mais pourquoi tu parles de ça? On passe notre vie aux urnes. Il n'y a pas plus. Non, les urnes. Non, on n'est pas des Suisses non plus. Non. Attends. Attendez. Ouais, on va se tutoyer. Le préfet, l'État, le maire. Non, je veux dire, on sait très bien que la France, vous savez, moi j'ai beaucoup voyagé, j'ai été guide de voyage dans le monde, je vais très souvent en Italie, à chaque fois ils disent, oui, vous les Français, vous êtes des révolutionnaires, etc., vous faites les choses, et le monde entier scrute la France, et est catastrophé par ce que c'est devenu, en particulier qu'on ait quelqu'un comme Macron à la tête. Mais je peux vous dire que les gilets jaunes et tout ça, ça a marqué le monde, on en parle partout. Alors, ce qui fait la France, c'est qu'il y a eu la Révolution française, c'est qu'il y a eu quand même à un certain moment la résistance, même si beaucoup de Français étaient collabos et d'autres étaient neutres, bon, peu importe, mais il y a eu tout ça. Et donc ce qui fait le génie de la France, c'est ça. Et c'est ça que Sarko et c'est ça que Macron ont voulu briser. Ils ont voulu briser cette exception française, ils l'ont dit, en finir avec les irréductibles gaulois, en finir avec l'exception française. Ils l'ont dit et ils le font. La France, avec Macron, vit ces années Thatcher. Voilà, il faut briser les gens, les gilets jaunes, comme les mineurs, à l'époque de Thatcher. C'est ça qui est... Et je veux dire, soyons sincères, c'est exactement ça. Je veux dire, on parlait du parc des logements à Grenoble. On parle du parc du nombre de médecins à Grenoble. Voilà. Et d'où ça vient? Ça vient en partie du numerus clausus de Simone Veil, autre égérie de la communauté langue, etc. Donc, pourquoi? Parce qu'elle a mis le numerus clausus à l'école, à l'université de médecine, et ensuite, elle a passé aussi d'autres mandats à détruire la maternité, à fermer des maternités et à fermer des hôpitaux. Voilà. Et il y a encore une sur des problèmes nationaux. Non, mais donc, là, ça, c'est la causa causorum du problème de santé publique qu'on se trouve ici. Et pendant qu'on paie des opérations transgenres à des gamins manipulés par le wokisme à 12 ans, etc., eh bien, on laisse crever les gens dans le couloir des urgences. Et Grenoble, qui est une ville woke, à ce niveau-là, il faut peut-être qu'aussi on en parle. Parce que ça, c'est un vrai problème et c'est une vraie responsabilité de la municipalité, savoir ce qui va être dit aux enfants. Si, à des gamins de 10 ans, on leur demande d'être dans la repentance, tandis qu'on ouvre des boulevards à des dealers et à des barbus. Pour en revenir à des considérations bassement électorales et pour terminer cette émission, on va revenir à la fusion Carignon-Pierre-Édouard Cardinal. Oh, je veux bien prendre la parole. Je veux bien prendre la parole en premier. Si elle aboutissait à, allez, un peu de politique fiction, si elle aboutissait à une victoire électorale. C'est déjà une victoire électorale parce que grâce à Alain Carignon, cette liste qui était extrêmement mal en point, celle de la Belle Ambition, qui était crédité de 5 ou 6% sur le sondage Pierre-Édouard Cardinal, 6%. De la semaine dernière. Et là, d'un coup, grâce à Alain Carignon, Pierre-Édouard Cardinal, Émilie Chalas, Lionel Picollet, Delphine Bains vont pouvoir siéger à la ville et sans doute à la métropole pendant 7 ans, puisque Pierre-Édouard Cardinal est 3 sur la liste et que Émilie Chalas est 4 sur la liste. Soutenu Renaissance. Oui, alors là, les soutiens de Renaissance sont une espèce de Rubik's Cube à géométrie extrêmement variable, le cube ayant des angles, Renaissance pas toujours. Toutefois, ce qui est quand même extraordinaire avec Pierre-Édouard Cardinal, c'est l'aplomb, je l'écrivais il y a peu, la semaine dernière, c'est l'aplomb. Ça ne le gêne absolument pas de poser sur une affiche avec Marie-Jo Sala, donc quand même... l'aplomb. L'aplomb. Ah, l'aplomb, pardon.
L'aplomb dont il fait preuve. Est-ce que vous souhaitez que je répète la phrase? Non, là, Ce qui c'est est bon. extraordinaire avec Pierre-Édouard Cardinal, hein. s'il vous plaît, c'est l'aplomb. Oui, mais enfin, vous, c'est normal. Façon de dire qu'il met les mains dans le cambouis. Dans le cambouis. Non, ce qui est extraordinaire, c'est de faire une affiche avec Marie-Jo Sala, qui est quand même une personnalité de gauche reconnue, hein, qui a fait partie de la majorité des STO. Enfin, voilà, des gens quand même plutôt socialistes, plutôt la Convention aujourd'hui. De faire une vidéo il y a 15 jours avec Jacques Chiron, qui a été sénateur socialiste quand même. Voilà, on a le droit de pas soutenir leurs idées, mais enfin qui sont des figures de la gauche. Et 15 jours après, de poser sur une conférence de presse avec Alain Carignon et son orchestre et de dire que je ne vois pas où est le problème. Tout est complètement normal. Moi, ce qui me fascine, c'est la capacité du grand écart dans cette affaire. Il y a du Renaissance dans le lot, quelque part. Alors, Renaissance... Macronisme. Alors, oui, alors ce qui était drôle d'ailleurs, c'était... C'est le fameux « et en même temps » de notre cher président. Cette pauvre Camille Gaillard-Minier, qui est députée de la première circonscription, qui s'est fait quand même taper sur les doigts parce qu'elle avait soutenu la belle ambition, et qui maintenant se fait taper sur les doigts parce que, justement, elle est contre cette fusion avec Alain Carignon. C'est gagnant-gagnant. Carignon a gagné parce qu'il a recréé une dynamique autour de sa campagne. Non pas qu'il était en berne, mais enfin, il a créé quand même quelque chose de fort. Il a insufflé un mouvement. Il a montré qu'il était en capacité de rassembler. Pierre-Édouard Cardinal, dans 15 jours, tout le monde aura oublié que c'est le ralliement, surtout que dans 15 jours, on sera à 15 jours du premier tour. Donc, après, quel est le gain en nombre de voix de cette petite affaire? Moi, j'en sais rien. J'ai pas d'analyse là-dessus. En tout cas, j'ai pas de chiffre à donner. Mais c'est un bon coup pour Carignon. C'est pas un mauvais coup si on fait abstraction d'un tant soit peu de morale ou d'éthique de la part de Cardinal. Bien joué. Et puis, encore une fois, une des grandes gagnantes de cette affaire, ce sera Émilie Chalas, qui, reconnaissons-le, est une personnalité politique incroyablement pugnace. Insiste sur le GN au milieu. Alors, moi, concernant ça, je trouve que c'est une bonne chose qu'effectivement Pierre-Édouard Cardinal ait rejoint Carignon. Il y a 15 jours, j'ai assisté à une réunion d'appartement avec Pierre-Édouard Cardinal, avec des amis qui défendent la bibliothèque du centre-ville. On a beaucoup parlé du coup, et je lui ai dit, mais vous parlez de développement, vous parlez de rendre Grenoble attractive. J'ai fait la même remarque à Valentin Gabriac. Je dis, mais voilà, il faut quand même vraiment comprendre, et je pense que Valentin Gabriac à ce niveau-là est plus... Valentin Gabriac, tête de l'Hystère. Voilà, est plus conscient de la situation réelle des habitants, quoi. Voilà, et a plus quelque part les pieds sur terre, mais j'ai dit à Pierre-Édouard Cardinal, mais c'est de vous rendre compte de ce que vit la population, parce qu'il ne parlait que d'investissement. Il est quand même directeur ou, je sais pas, président de Minatech à 35 ans, après avoir étudié l'histoire de l'art et la littérature. Ah oui, c'est pas tout à fait le cas. Donc voilà, je lui ai demandé, il faudra que vous m'expliquiez par quel réseau vous êtes trouvé là. Et voilà, la question à 1 million d'euros. Non, mais on a beaucoup parlé. Hein. On a beaucoup parlé, c'était très intéressant. Et d'ailleurs, il y avait un architecte new-yorkais qui avait connu Rudy Giuliani. Alors, je lui ai dit, mais peut-être qu'il faudrait peut-être quelque chose un petit peu comme ça à Grenoble, quoi. Rudy Giuliani, ancien maire de New York, et avocat de Donald Trump. Il a bien... lui, par contre, il a vraiment fait ce que François-Marie... il a vraiment été dans les ghettos d'Harlem, et il a dit aux femmes noires américaines dont les enfants vendaient, mais aussi beaucoup mouraient du crack, il leur a dit, vous en avez marre des dealers, je vais vous en débarrasser. Et il l'a pas mal fait. Alors voilà, après, je veux dire, il y a eu quand même des choses dures, hein, mais eux-mêmes, je veux dire, ils étaient face à des gens qui tuent, qui sont dans le cynisme absolu. Cher Sébastien Mittelberger, je te conseille de voir ou de revoir le film Trafic de Steven Soderbergh, qui à ce niveau-là est extrêmement édifiant. Michael Douglas, Benicio del Toro. Voilà, où on voit un procureur qui tombe du 40e étage et qui va essayer de récupérer sa fille en train de se faire violer par un dealer dans le fin fond d'une cité, quoi. Voilà, et là, d'un coup, il prend conscience de ce que c'est la réalité, quoi. Attention, il ne faudrait pas qu'on s'éloigne de Pierre-Édouard Cardinal et d'Alain Carignon, parce que là, on est reparti sur le narcotrafic. On digresse, là, oui. Donc voilà, moi, ce que je veux dire, voilà, vraiment, par rapport à ça, après avoir voté vraiment à gauche, après avoir voté écolo, c'est que il y a quand même vraiment là un enjeu qui est à la base de tout, remettre de l'ordre, mais pas... Alors, c'était ce que disait, je crois que c'était Peggy qui disait ça, ou c'était Bergson qui disait, il y a un siècle, hein, Charles Peggy, oui. Ouais, qui disait,
deux dangers, je crois que c'était Bergson, deux dangers menacent notre société, l'excès d'ordre et le désordre. Et effectivement, parce qu'on a bien vu que d'un côté, il y avait le stalinisme, de l'autre côté, le nazisme, de l'autre côté, il y avait le capitalisme avec la crise de 29. Et le problème, c'est qu'on est exactement dans la même configuration que dans les années 30. Tout à l'heure, j'ai parlé assez durement des barbus, mais je veux dire, je suis arabisant, je connais l'aspect lumineux de l'islam, que je respecte énormément. J'ai pu visiter de nombreuses merveilles dans de nombreux pays arabes où j'ai été guide. Et voilà, j'ai un profond respect pour les musulmans qui sont humanistes. Voilà, je parlais de ceux qui cherchent à infiltrer et qui, avec les plus athées des candidats, à savoir LFI, s'entendent pour se partager le terrain, ce qui est d'un cynisme absolu. Voilà. Et donc, par rapport à ce qu'on disait, moi, je souhaite vraiment que les candidats qui se présentent atterrissent et se rendent compte de la réalité. Voilà. Et arrêtent de penser au politiquement correct, à éviter certains mots, finalement, en abandonnant complètement la population. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Dans les endroits où il y a du deal, il n'y a plus de commerce. Tout à l'heure, vous parliez, mais les gens, finalement, ça ne les dérange pas trop, etc., etc. Mais non. Ça se désertifie totalement. Il y a tout qui ferme et c'est l'enfer. Et faire semblant de ne pas voir ça, c'est grave. Dans le prolongement de ce qui a été dit lors de nos longues discussions, il en est ressorti donc que la fusion de Pierre-Édouard Cardinal et Alain Carignan était, selon notre ami Sébastien, déjà une victoire électorale en soi, que LFI était selon lui un peu court et que c'était toujours selon lui la grande inconnue du scrutin qui s'annonce. Alain Brunon étant crédité à 10% par le sondage Ipsos. Ces deux éléments mis en parallèle m'amènent à une question. Quelles sont les alliances politiques possibles pour cette élection ? Alors, je voudrais faire un tout petit rectificatif. Le rapprochement, le ralliement de la belle ambition, le mouvement conduit par Pierre-Édouard Cardinal, avec réconcilié Grenoble d'Alain Carignan, n'est pas une victoire électorale, c'est une victoire de campagne. Tout à fait. Donc, je pense que ça crée une dynamique, une nouvelle dynamique sur cette partie-là du panorama de la campagne, et c'est intéressant. On pourrait imaginer qu'il pourrait y avoir d'autres ralliements, d'autres jonctions, mais finalement lesquels ? Puisque là, on a finalement deux blocs qui sont à peu près définitifs, qui est un bloc droit avec une fusion, la fusion cardinale. Donc LR, Renaissance. LR, Renaissance et Modem. Et Modem. N'oublions pas. Le Modem, dans cette affaire, on a trop souvent tendance à oublier le Modem. Et puis, on a une alliance originelle, pour le coup, puisque Laurence Ruffin, il faut lui rendre cette grâce, c'est que finalement, ce qu'elle a proposé comme alliance au départ avec le Parti Socialiste et avec quelques petits mouvements comme Génération S, comme le Parti Animaliste et d'autres, et finalement ce qu'elle propose depuis le 15 novembre, puisque c'est le 15 novembre qu'elle a annoncé la jonction avec le Parti Socialiste. Dont acte. Qu'est-ce qui reste finalement sur le panorama, sur l'échiquier politique de cette élection municipale grenobloise ? On a Romain Gentil qui avec Grenoble capitale citoyenne, avec le soutien de Place Publique, mais aussi des PRG. On a Hervé Gerby, candidat à la fois Horizon, mais qui le dit depuis le début, il faut le reconnaître, est à la fois une jonction idéologique idéologique, le mot est peut-être un peu fort, entre l'Horizon d'Édouard Philippe et finalement le PSU de Michel Rocard. Il le dit depuis le début, et il le disait déjà lors de la législative partielle de janvier 2025. Et puis, nous avons, on va dire, les deux camps les plus radicaux, que sont LFI d'un côté et le RN conduit par Valentin Gabriac de l'autre, qui ne sont pas ridicules. Ce sont des outsiders de poids, puisqu'il y en a un qui a 10 et un qui est crédité de 8%. Ça pèse. Tout à fait. Ça pèse. Je ne pense pas que ces deux mouvements radicaux aient un bénéfice, en tout cas dans l'immédiat, avant le premier tour, à se rallier à qui que ce soit. Je ne pense pas. Je pense que Valentin Gabriac mène sa barque plutôt bien. Ce que je dis est évidemment à dissocier de toute forme d'a priori idéologique, mais il mène sa campagne de façon plutôt habile.
alors que personne ne le connaissait, et alors qu'en 2020, il n'y avait pas de liste RN. Il faut se souvenir de 2014 avec la liste conduite par Mireille Dornano, qui était arrivée au second tour à l'époque. Et pour l'instant, je trouve que la campagne de Valentin Gabriac est plutôt habile. Et je pense qu'il peut prétendre à être au second tour. Pareil pour Alain Brunon. Là, il y a une vraie inconnue sur Alain Brunon. On ne sait pas. On sait que la France insoumise, quoi qu'on en pense, est un mouvement politique qui score sur des législatives, qui score sur les élections législatives européennes, mais sur le local, on ne sait pas très bien. Là aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de talent chez Alain Brunon, qui est un. On voit bien que c'est un sportif de haut niveau, hein, avec des boxeurs. On voit aussi qu'il y a ce côté rappeur. Il a une vraie capacité avec le flow, F-L-O-W. Moi, je l'ai vu sur des débats publics, notamment sur la culture, où il était plutôt bon. En plus, à la fois Valentin Gabriac, de la même manière qu'Alain Brunon, sont des gens très très jeunes. Imaginez Alain Brunon, il a 50 ans d'écart avec Alain Carignon. Il est né en 99 alors que Alain Carignon est né en 49. C'est fou, enfin, c'est même plutôt beau. 2 générations. Et je trouve, et justement, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, puis on n'a peut-être pas le temps, mais que tout ça représente un panel extrêmement riche qui pourrait nous éloigner si on pouvait faire un rêve ensemble. À une lutte contre l'abstention. Hein, quand des gens vous disent moi je ne vote pas parce que je me sens pas représenté par le panorama, par le panel politique, bah là quand même on va de Baptiste Anglade avec NPA jusqu'au RN de Valentin Gabriac. Enfin quand même il y a du choix. On a une élection qui est extrêmement sophistiquée. En passant par Hervé Gerby. Chacun. En droit des dommages corporels. Oui, des dommages corporels. C'est pas un avocat qui fait du business en vendant des baux commerciaux et du syndic de copropriété. Il défend vraiment les victimes. Il défend vraiment les victimes. Si vous l'avez écouté, ça s'entend bien. Et je trouve qu'il fait un travail absolument remarquable dans son cabinet pour bien le connaître. Et qui fait une campagne tout aussi remarquable. D'ailleurs, en aparté, je suis très étonné qu'on puisse avoir 46% de taux de notoriété et ne récolter que 5% d'intention de vote. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, mais c'est un sondage. Hein. Peut-être est-ce dû au fait qu'Hervé Gerby étant toujours du privé, n'est pas un homme d'appareil politique, d'administration. Oui, alors ça, c'est tout le fantasme français. On veut à la fois des gens qui viennent de la société civile, puis à la fois des professionnels de la politique. Donc, moi, j'ai du mal à retrouver mes petits là-dedans. Toutefois, si votre question, Aurélien, était de savoir si il y avait des alliances possibles d'avant le premier tour, hein, parce que la tambouille de l'entre-deux tours, je vous rappelle qu'il reste une semaine pour bouger des lignes politiques et qu'au bout du compte, il y a déjà des électeurs qui, eux, se sont engagés en mettant des bulletins dans les urnes. Et à mon avis, ont déjà fait leur choix à ce stade. Parce que si les hommes et les femmes politiques qui représentent un panel, un panorama, peuvent dire de temps en temps, oulala, il faut être au-dessus des étiquettes, au-dessus des égos, au-dessus des ambitions personnelles. N'oublions pas quand même que les électeurs, eux, sont politisés. Un électeur de droite, il sait parfaitement pour qui il vote. Un électeur de gauche, il sait parfaitement pour qui il vote. Un électeur RN, un électeur LFI, ce sont des gens qui ont déjà fait leur choix. Donc, est-ce que, j'essaie d'être rapide pour te céder la parole, est-ce qu'il y a des alliances possibles encore ? On pourrait penser qu'aujourd'hui on a un bloc droite et un bloc gauche, on va dire Ruffin d'un côté et Carignan de l'autre. Est-ce qu'il y a une alliance possible entre Romain Jonty et Hervé Gerby ? Je l'ignore. Est-ce qu'il y a une jonction qui est possible entre le RN et les LR ? Je pense que c'est impossible. Quant à la jonction entre LFI et le bloc Ruffin, j'ai l'impression que ça marche pas. Mais nous sommes le 11 février. Je pense que ça fonctionne pas. Pardon si j'étais un peu long. François-Marie. Dans quasiment tous les partis politiques, il y a de véritables valeurs, des gens qui sont vraiment révoltés contre des choses contre lesquelles il y a de quoi être révolté. Des injustices, des écrasements économiques, des pertes d'identité, voilà. Et ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a pas suffisamment soit de connaissance de ce que vivent les gens, de la réalité ou de l'histoire, ou alors pas assez de vision, pas assez de grandeur dans les programmes et dans la vision des politiques pour qu'eux-mêmes dépassent les dualités à un certain moment.
Et c'est ça qui est terrible parce que moi, il y a beaucoup de points, et ça va compenser ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de points dans le programme de LFI que je partage sur certaines choses, voilà, par rapport au grand capitalisme et tout ça. Mais de même, il y a des choses dont on ne peut pas faire l'économie dans le programme d'Alain Carignon ou de Valentin Gabriac, et de même que dans le programme de Grenoble en commun. Là où j'ai du mal à comprendre le vote, ce sont des gens qui vont voter pour des candidats proches de Macron. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont vraiment des gens qui sont pour moi tout simplement d'un égoïsme gigantesque, d'un aveuglement terrible, qui pensent que Macron, quelque part, incarne le progrès et une façon de s'adapter et d'être dans la compétition par rapport au monde, mais une compétition où on sacrifie tout ce qui fait finalement à la fois notre culture, notre humanité, notre considération de l'autre, le respect pour la planète. Donc ce que je souhaiterais vraiment, après ils feront les alliances qu'ils voudront, hein, mais ce que je souhaiterais vraiment, ça serait qu'il y ait, et là j'ai plus d'espoir entre guillemets chez les candidats de droite, parce qu'il y a un énorme déni à gauche, mais peut-être même que dans la liste, dans le programme de Laurence Ruffin, on ne sait jamais, peut-être qu'ils vont ouvrir les yeux sur la nécessité de protéger concrètement, de s'opposer véritablement au sujet dont on a parlé tout à l'heure. Mais il n'y a pas vraiment de projet de civilisation, non seulement pour sauver ce qui est domaine de la civilisation, c'est-à-dire ce qui participe à la réalisation de l'humain tel qu'on l'a rêvé à la Renaissance et avec un point de rêve à l'époque des Lumières. Mais est-ce faisable à l'échelle locale ? Ah, mais bien sûr que c'est faisable. Bien sûr que c'est faisable, parce que ce que va dire un maire, ce qui va être insufflé par sa parole, par des projets. Vous savez, tout à l'heure, j'ai oublié de dire qu'un maire avait quand même la possibilité de refuser l'installation de certains commerces. De la même façon que Grenoble a accepté d'être une ville franche ou ville ouverte, hein, par rapport à un certain nombre de personnes, mais peut-être qu'il faudrait revenir un petit peu sur ça, parce qu'il y a un certain moment où c'est plus possible. Voilà. Donc, et ce que je regrette profondément, c'est qu'il n'y a pas véritablement ce projet de civilisation pour voir comment réconcilier à la fois l'avenir, hein, comment continuer à être dans le progrès de l'humanité, qui se caractérise par le fait de vouloir toujours être autre que ce qu'elle a été, mais sans se perdre. Parce que, juste pour prendre un exemple, le supercalculateur qui va s'installer à Hébin, voilà, c'est le culte de l'IA, mais l'IA, véritablement, et à Grenoble, on est bien placé pour ça. En gros, il y a 3 candidats qui sont un peu du côté de l'IA. Hein. C'est vraiment la destruction à la fois de l'intelligence humaine, de la mémoire humaine, et puis de la nature. C'est pas des vues de l'esprit, c'est-à-dire que c'est une catastrophe, l'IA, aussi bien pour la communauté humaine que pour la nature, et en même temps pour notre souveraineté, pour les libertés, voilà. Et donc ça, c'est vraiment le plus gros problème de civilisation aujourd'hui. Et ça, il y en a pas un qui en parle. Vaste débat que le sujet du traitement de l'IA. Pour raccorder avec les derniers wagons du train que sont... Je parle au terme du sondage. Je rappelle que ce n'est qu'un sondage. Rien n'est figé, et heureusement. Je pense aux sans-étiquette Nadia Belaïd et Thomas Simon, Catherine Brun de Lutte ouvrière et Baptiste Anglade du NPA, respectivement à 2% et 1, puis 1%. Est-ce qu'ils n'auraient pas intérêt, peut-être même dès le premier tour, à faire allégeance à quelqu'un de plus haut dans la liste, et quelles conséquences ça pourrait avoir? Alors, parce qu'ils peuvent avoir des valeurs communes selon ce que François-Marie vient d'évoquer, par exemple. Dans votre panier, il y a effectivement une PA, il y a Madame Brun, et puis il y a Grenoble-Alpes Collectif qui ont une vision extrêmement singulière quand même de la démocratie, d'une potentielle réforme de la Constitution, tout ça. Bon. Moi, je pense que ces gens, la candidature de ces gens est extrêmement respectable. Tout à fait.
D'abord parce qu'il s'engage, bien évidemment, comme tous les autres. Et puis, il porte un discours qui est, notamment pour NPA, avec Baptiste Anglade, qui reste le discours de l'ouvrier. Je trouve ça non seulement rafraîchissant, à hauteur d'homme, et je trouve ça toujours rassurant qu'il y ait des gens comme ça qui s'engagent en politique. Alors on pourrait dire, oui, bon, enfin quand même, leur discours est désuet, obsolète, tout ça. Moi, je trouve que ça enrichit le débat public. Et d'ailleurs, j'ai été surpris je fais une passerelle, par Thomas Simon lors du débat sur la culture, qui avait des positions extrêmement radicales, non pas sur comment on saupoudrait les subventions et les contributions de l'État et des collectivités territoriales sur l'ensemble du panorama culturel, on va dire grenoblois métropolitain, mais qui s'attaquait à des événements, notamment la fête des Tuiles. Je trouvais ça assez courageux. Il disait, plutôt que de supprimer des subventions, il faudrait peut-être supprimer des événements. Tous ces gens enrichissent le débat public. Mais à vous répondre, Aurélien, et pour faire de la pole-pole, de la politique politicienne, on peut penser que l'électorat de Baptiste Anglade ou l'électorat de Madame Brun est un électorat qui pourrait, cas un cas, est assez proche de celui de la France insoumise. Parce qu'il y a un moment, au-delà des alliances, il y a des électeurs au bout de ça. Il y a quelques réalités électorales à prendre en compte, au-delà des valeurs, malheureusement. Et j'insiste, et ça, ce sont des gens qui votent. Et je pense que les gens qui votent Anglade, les gens qui votent Brun, et peut-être même les gens que certains qui pourraient voter pour GAC, Thomas Simon et Madame Belaïd, sont des gens dont le vote peut se reporter ou sur Ruffin ou sur Alain Brunon. Mais quelle visibilité on a là-dessus? Et puis en termes de pourcentage, c'est très très faible. Tout à fait, c'est marginal. Et je pense en plus que le sondage est assez proche de ce que ces gens réaliseront en termes de suffrage. Parce que aussi, Aurélien, nous sommes dans une ville qui est mature en termes d'équipement. Si on était au fin fond de la Meurthe-et-Moselle avec un taux de chômage de 67%, la réalité des urgences, et là je te rejoins, serait certainement tout autre. Et tu parlais tout à l'heure d'un Grenoble qui souffre, on a des problèmes de riches quand même. La canalisation qui pète en plein... oui, à Courbet, il y a des choses qui ne vont pas. Non, mais il y a des choses qui ne vont pas, encore une fois. Il y a des choses qui ne vont pas. Une canalisation qui pète, ça peut arriver en plein milieu de la Croisette à Cannes. Ça peut arriver partout. Bon, est-ce qu'on doit en faire un phénomène de société et la preuve irréfutable que notre ville va mal? Je ne crois pas. Moi, sur Hervé Gerby, et par rapport à la question de la marginalité de quelques votes, 2-3%, bon, on sait que ils voteront pas pour Alain Carignon. Voilà. Au deuxième tour. Ceci dit, juste une chose par rapport à Hervé Gerby, que j'ai sollicité plusieurs fois par téléphone et que j'ai interpellé physiquement plusieurs fois par rapport au fait de défendre les victimes. Aujourd'hui, il y a eu des milliers de personnes indemnisées par l'ONIAM, l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, par rapport aux vaccinations Covid. Lui-même, une fois, a fait indemniser une victime des vaccinations contre l'hépatite B. Et là, il a toujours botté en touche par rapport à ça. Moi, il y a 10 jours, j'étais à Vierzon, il y avait 30 associations. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'était dans les anciens locaux de la Société française qui fabriquait des tracteurs, et il y avait un tracteur qui trônait. Bon, et effectivement, je l'ai vu, la France désertée, déshéritée, tout ça. Mais du coup, il y avait 35 associations, donc beaucoup d'associations de victimes des vaccins Covid. Ces gens-là, il faut les écouter. Je veux dire, on le sait, il y a eu des drames. En quelques heures, des parents ont vu leur enfant dans une flaque de sang ou ne jamais s'en remettre. Bon, c'est une réalité. Hervé Gerby n'a jamais levé le petit doigt par rapport à ça, parce qu'il sait que sa carrière serait foutue. À Grenoble, on a Jean-Pierre Joseph qui défend des victimes des vaccins Covid. Il y en a d'autres. Il y a Maître Guyon à Montpellier. Il y en a beaucoup. Mais il n'est pas de ce camp-là parce qu'il soigne sa carrière politique. Il a également pris la défense de certains gilets jaunes victimes d'éborgnements. Très bien, donc c'était Hervé Gerby, maître Hervé Gerby, encore une fois, avocat, défenseur de victimes, qui a également un podcast qui s'appelle Maître Hervé Gerby raconte sur, alors c'est de la chronique judiciaire, pardon, pas juridique. Je laisserai les auditeurs aller voir. C'est malgré tout intéressant si ces sujets de chronique vous intéressent. Et grand absent de ces discussions, c'est les sans intention de vote qui étaient 9% dans le sondage, mais on va dire les abstentionnistes qui, en tout cas,
représente le premier parti de France, si on ose dire. Alors sur les abstentionnistes, il y a toujours, il y a deux pôles. Est-ce que l'abstentionniste est une forme de colère, est une forme d'une contestation, de révolution, ou finalement est-ce que c'est l'adhésion à un système qui va très bien? Il y a rien qui nous dit aujourd'hui, parce qu'on met ce qu'on veut un petit peu dans l'abstention. Bah c'est facile. On aura raison tous les deux. On aura raison tous les deux. C'est un terme valise dans lequel il y a beaucoup de choses et c'est compliqué d'ouvrir la valise pour voir ce qu'il y a dedans. Il y a deux visions. C'est vrai qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles on s'abstient. Notons que François-Marie et moi sommes d'accord sur un point. On a mis 1h30 à y arriver, mais on y arrive toujours. On s'abstient, Sébastien. Ce consensus est absolument sublime à constater et à observer. Mais moi, l'abstention, on lui fait dire ce qu'on veut. Moi, j'ai pas d'opinion. Je pense qu'il y a des gens. Parce que quand même, si j'ai une opinion, quand les gens ne sont pas contents. On l'a vu avec le CPE, on l'a vu avec un tas de choses dans la vie, on l'a vu aussi, tu le disais tout à fait justement avec les Gilets jaunes. Quand les gens ne sont pas contents, ils sont en capacité de se mobiliser individuellement et collectivement. Donc si cette abstention était l'imagerie d'une telle contestation, les gens seraient dans la rue. Or, regardez, constatez-le à Grenoble, à notre humble échelle. On a fait les gorges chaudes avec l'augmentation de la taxe foncière. Moi, j'ai pas vu de gens défiler devant la mairie, hein. Il y a aussi une nouvelle forme de protestation depuis les Gilets jaunes qui consiste à faire quelque chose qui n'est culturellement pas très français, mais qui se fait de plus en plus, qui consiste à protester avec ses jambes, c'est-à-dire tout simplement de partir. Il y a des tas de pays où ça se fait. Par exemple, les Russes font pas grève du tout, c'est pas leur culture. Mais dans leur histoire où le pouvoir est devenu tyrannique, eh bien, ils sont allés jusqu'en Sibérie, etc. Oui, alors... et quand on regarde les chiffres des transactions immobilières à Grenoble, on voit qu'il y a pas mal de ventes. Est-ce que les gens... Moi, oui, bien sûr, les gens d'un coup, les gens s'en vont. On retrouverait donc la nuit des gens avec les matelas sur la galerie de la R12 en train de partir pour aller je ne sais où, parce qu'ils travaillent quand même toujours à 10 km de Grenoble. Mais peut-être que ça s'inscrit dans le temps long. Je me rappelle d'un chiffre intéressant. Etc. Je me rappelle d'un chiffre intéressant. Les masses silencieuses. Qui était que de 2007 à 2017, l'immobilier, alors c'est une moyenne sur toute l'agglomération, avait baissé de 13%. Toute l'agglomération grenobloise. Bon, bien sûr, il y a des endroits où ça n'a pas baissé. Mélan et Coran, je n'ai pas regardé, mais c'est toujours aussi très très cher. Et ce qui veut dire qu'il y a des endroits qui ont baissé beaucoup plus fortement. Alors oui, quand le prix du mètre carré était très haut, bizarrement ça n'affolait personne. Aujourd'hui qu'il est bas, ça affole tout le monde. Moi je trouvais quand même... Tout le monde ne s'affole pas. Ceux qui n'ont pas l'intention de déménager ne s'en affolent pas. Non, mais pour revenir à ces gens qui s'abstiendraient ou qui partiraient, etc., il y a l'augmentation du vote RN exponentielle depuis quelques années. Et je crois que j'en ai parlé la dernière fois, mais le fait que 2024, qui était la plus grande année d'élection de l'histoire de l'humanité, s'est soldé par des votes massifs pour des chefs d'État qui affirmaient une identité, une souveraineté, un contrôle des frontières. C'est-à-dire que le vote RN, c'est aujourd'hui aussi, en grande partie là, que va le vote de ceux qui s'abstiennent peut-être une fois, 2 fois, mais pas 3 fois. Peut-être que c'est une réalité mathématique. Une réalité qui évoque peut-être ce que Pierre-Yves Rougeron décrit comme l'électorat cachalot, c'est-à-dire quelqu'un qui on sait quand il plonge, mais on ne sait pas quand il va ressortir ni où. Alors, j'aime beaucoup cette formulation, bien qu'elle soit compliquée à analyser. Et comme on l'a dit plus tôt, l'abstentionnisme, on lui fait dire ce qu'on veut, c'est très compliqué à analyser. Je voudrais pour conclure dire quelque chose et rebondir sur ce qu'a dit François-Marie que je trouve extrêmement intéressant. Il parle d'identité, il parle de souveraineté. C'est des mots qui sont revenus très très fort avec finalement la crise sanitaire et la Covid, où finalement ni la Chine, ni les États-Unis, ni même l'Europe nous a protégés de quoi que ce soit, et que finalement c'est en recomptant les nations, c'est en recomptant les villes, c'est en recomptant les frontières qu'on est globalement arrivé à faire quelque chose. Et d'ailleurs, le maillage territorial de la France avec ses 35 000 communes et donc
l'échec du comité Balladur et de la loi NOTRe, on en a eu un grand bénéfice là. Et effectivement, et là je corrobore le propos de mon acolyte, pour dire qu'effectivement, le vote RN, c'est le vote de l'identité, c'est le vote de la souveraineté, du souverainisme aussi, mais il est à prendre en compte. Mais j'aimerais bien un jour d'ailleurs, et je l'implore auprès de vous Aurélien, qu'on puisse dédier une émission au vote RN. Faudra faire une émission en Apparemment, vote LFI au ça n'a miroir. pas été retenu. En tout cas, si on veut savoir... L'aspect transpartisan doit être retenu. Une chose est certaine, en tout cas, si on veut vraiment avoir accès à un certain nombre d'informations, que ce soit sur la France, sur Grenoble, sur le monde, hein, il faut lire les journaux, entre guillemets, les plus extrêmes. Hein, Je suis d'accord avec ça. Parce qu'il n'y a qu'eux qui... Ce ne sont pas les plus écoutés, mais ce sont les plus entendus, ça c'est sûr. Alors, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des informations qu'on ne trouvera pas au Monde ou au Figaro, ou alors peut-être un petit peu, mais en tout cas pas autant, et il faut pouvoir entendre les deux. Voilà, c'est pas pour rien qu'on a deux oreilles. Et pour prendre la température électorale et politique du peuple. J'ai jamais essayé par l'oreille, mais ça peut peut-être marcher. On prend la température dans l'oreille. Messieurs, merci. Merci à vous. Merci.